Je vais maintenant passer la parole à Sylvie Bodino, professeure à l'Université de Saint-Étienne. Oui, Sylvie, merci. Alors déjà, je remercie beaucoup la SNHF de me donner l'occasion de parler de nos recherches, hein. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Euh, et moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est me placer plutôt du côté de la plante, du côté de la rose, donc, et essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait des recherches sur le parfum des roses, donc à Saint-Étienne, à l'université. Alors la rose, vous savez tous que c'est une plante qui est une fleur emblématique, hein, et qui accompagne l'homme depuis des temps vraiment très anciens. Et je voulais juste vous mettre la fresque qu'on peut voir dans le palais de Knossos en Crète, qui est quand même une fresque qui date de 1700 avant Jésus-Christ à peu près, sur laquelle on voit déjà une représentation de roses sauvages, en tout cas de ce qu'on peut identifier comme étant des roses sauvages. Donc, c'est une fresque très, très, très célèbre qui montre des roses. Xavier vous l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Simplement, il y a plusieurs usages de la rose et un des premiers usages, évidemment, c'est l'usage pour le parfum, hein, pour la production d'huile essentielle. Alors, il y a plein de techniques, là aussi, Xavier en a beaucoup parlé. Simplement, pour la rose, une des techniques principales, c'est l'hydrodistillation. En fait, pour cette hydrodistillation de rose, on utilise encore de nos jours des variétés assez spécifiques, hein. Il n'y a pas un très grand panel de roses qui sont utilisées pour ça, même si c'est en train un petit peu de changer. Et la rose emblématique pour le parfum, c'est la rose de Damas, hein, Rosa damascena, Triginipetala, ou on dit aussi la rose de Kazanlik. C'est cette huile essentielle de rose, hein, comme on vous l'a dit, eh bien, c'est quand même un produit qui est cher, qui est encore ramassé à la main, hein. Vous pouvez voir à droite donc la cueillette des roses en Turquie. Et donc, c'est quand même une huile essentielle qui va être réservée pour des parfums de luxe. Alors moi, j'ai plutôt, si j'arrive à passer ma diapositive, voilà, je vais plutôt m'intéresser aux roses de jardin. Donc, tout le monde sait que les roses sont plantées dans les jardins. Tout le monde également connaît ou croit connaître ce qu'on appelle l'odeur de rose, hein, l'odeur typique de rose. Mais grâce aux efforts, il y a beaucoup de roses de jardin qui ont des parfums qui dévient un petit peu de cette odeur de rose typique. Et je vous en ai mis ici quelques-uns. Vous avez par exemple des roses qui sentent le thé. Alors, on ne sait pas très bien si ça a un rapport avec le thé. Il faut avoir senti ça pour se faire sa propre opinion. Comme vous l'a dit Xavier, on a des roses qui sentent l'anis, hein, comme l'a très bien nommé Paul Ricard. Beaucoup d'odeurs de fruits chez les roses modernes, hein. Par exemple ici Liv Tyler qui sent un petit peu la framboise. Des odeurs de clous de girofle, ça c'est plutôt les étamines, hein, le cœur de la fleur qui va sentir le clou de girofle. Et puis des odeurs plus difficiles à caractériser, très spécifiques, hein. Quand on a senti l'odeur de myrrhe, on la reconnaît à coup sûr, même si Xavier pourrait nous dire si ça sent vraiment la myrrhe, j'en suis pas sûre là non plus. Évidemment, vous savez aussi qu'il y a des roses qui sentent pas grand-chose, ou en tout cas qui sentent beaucoup moins que les roses de jardin. Et c'est le cas en particulier des roses pour la fleur coupée, même si actuellement sur le marché, toujours grâce aux efforts des obtenteurs, eh bien, on a quelques roses qui commencent à sentir assez bon. Et il y a des recherches qui sont menées, bien sûr, sur ce sujet. Donc, moi, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est un petit peu la recherche sur le parfum de la rose qu'on fait au laboratoire. Donc, on essaye de répondre à certaines questions. Et notre question majeure, c'est eh bien, comment est-ce que la fleur se débrouille, si vous voulez, pour produire son parfum. Où est-ce que ça se passe dans la fleur et quelles sont les enzymes qui participent à la synthèse de ce parfum. Et puis, on espère qu'une fois qu'on aura progressé sur ces connaissances, eh bien, on pourra essayer de comprendre pourquoi certaines roses sont dépourvues de parfum. Je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, on n'en est encore pas vraiment là. Alors d'abord, où se trouve le parfum de la rose? Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à étudier tout au début, quand on a commencé à faire des recherches sur le parfum des roses. C'était dans les années 2000. Alors évidemment, le parfum, il est pas que dans les fleurs, mais bon, la fleur, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour le parfum.
Et dans les roses modernes, si je me focalise un petit peu sur les roses modernes, eh bien, il y a un très grand nombre de pétales. Donc, le parfum chez les roses modernes, il vient essentiellement des pétales. Le pétale, c'est un organe en fait de la fleur qui est relativement simple. Là, vous voyez une coupe transversale dans ce pétale, donc il y a des cellules. Vous avez ce qu'on appelle un épiderme supérieur, donc le dessus de la fleur, et puis l'épiderme inférieur, le dessous du pétale. Et entre les deux, vous avez une sorte de ce qu'on appelle un parenchyme, c'est-à-dire qu'il y a des cellules un peu lâches, un peu avec des formes pas très régulières et beaucoup d'air en fait. Et donc on a montré il y a déjà quelques années que le parfum en fait dans la rose, il était concentré dans ces deux couches, à la fois dans l'épiderme supérieur, mais aussi dans l'épiderme inférieur. Et à droite, là, ce que je vous montre, c'est que la forme des cellules de l'épiderme supérieur, elle est un petit peu spéciale. Ça fait un petit peu des cellules coniques, un peu rondes. Et on peut, quand on fait de la microscopie à balayage, voir les gouttes d'huile essentielle qui sortent comme ça du pétale. On peut aussi les colorer dans les cellules. Et c'est comme ça qu'on voit que, en fait, les deux épidermes, supérieur et inférieur, fabriquent le pétale. Donc, c'est un petit peu comme des usines à parfum, ces cellules de pétale. Et je vais essayer de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur des petites cellules. Juste, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert cette forme conique? On ne sait pas vraiment, mais une des choses qui a été montrée, c'est que ça sert aux insectes qui viennent se poser sur la fleur à s'agripper, en fait. Ça leur permet d'avoir une meilleure prise sur le pétale et sur la fleur. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans une odeur de rose. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très, très longtemps. Et ça, c'est grâce aux gens aux personnes comme Xavier, c'est grâce aux chimistes qui étudient le parfum de cette rose depuis très très longtemps. Donc il y a des centaines de molécules qui peuvent être détectées dans le parfum d'une seule rose. Donc c'est quelque chose qui est complexe, qui n'est pas encore complètement élucidé. Il y a encore beaucoup de recherches sur le parfum des vues chimiques. Évidemment, ce parfum, il sert principalement à l'attraction des pollinisateurs, c'est-à-dire des insectes qui vont transporter le pollen d'une fleur à l'autre pour la reproduction de la plante. Et d'une manière générale, c'est vrai beaucoup pour les roses sauvées. Les roses ont des pollinisateurs généralistes, des abeilles, des bourdons, qui peuvent aller sur différentes plantes et qui sont bien entendu attirés à la fois par le côté visuel, la couleur, mais également bien sûr par le parfum. Alors, comment est-ce qu'on capture ce parfum quand on veut faire de la recherche? On fait de manière un petit peu différente de la capture de l'huile essentielle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de savoir quels sont les composés qui sont réellement émis par la fleur. Donc, on va en quelque sorte enfermer la rose dans une enceinte et on va faire passer un courant d'air dans cette enceinte grâce à des pompes. On va mettre un filtre à l'entrée pour que l'air qui entre soit bien pur. Et puis à la sortie, on va mettre un piège avec un recouvert d'un matériau qui va fixer les molécules de parfum, que vous voyez ici, schématisées, qui vont se retrouver piégées à la sortie. Et je passe les détails, on va passer ce piège dans un appareil qui s'appelle un chromatogramme en phase gazeuse. Et le résultat de l'analyse du parfum, le voilà, c'est des pics. Alors, vous voyez qu'il y a des grands pics qui ont une grande surface, si vous voulez. Ça correspond à des molécules donc, qui sont en grande quantité dans le bouquet d'odeurs. Ça pourrait être, par exemple, ces molécules ici roses. Et puis, vous avez des molécules qui vont être présentes à l'état de trace. On ne va presque pas les voir sur le chromatographe. Mais ça ne veut pas dire que ces molécules ne sont pas importantes pour le parfum, parce qu'en fait, les molécules n'ont pas toutes les mêmes seuils olfactifs, c'est-à-dire qu'il y a des molécules que le nez humain va beaucoup sentir, et puis d'autres qui va beaucoup moins sentir. Donc, vous voyez, il y a un niveau de complexité supplémentaire. Alors, évidemment, nous, pour la facilité de l'analyse, au départ, on s'est plutôt intéressé, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, aux molécules présentes en grande quantité. Mais bien sûr, il faudrait qu'on s'intéresse aussi à ces molécules à l'état de trace. Alors voilà une analyse d'une rose avec une odeur typique. Vous voyez qu'il y a tout un tas de catégories différentes de molécules.
Je ne vais pas vous les citer, bien entendu. Simplement pour vous dire qu'on a fait des études sur beaucoup de ces molécules qu'on peut classer si vous voulez, par famille, par voie de biosynthèse. Et là, pour l'exposer, moi, je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus sur une des familles, qui s'appelle la famille des monoterpènes, et en particulier un composé qui est très important pour le parfum, qui a une odeur typique de rose, qui est le géraniol. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ces monoterpènes sont synthétisés dans les cellules du pétale de rose. Alors, ça va m'amener à complexifier un petit peu mon exposé, mais je vais essayer de vous entraîner dans ce thème. Donc, comment est-ce qu'on synthétise du parfum? Qu'est-ce que c'est une voie de biosynthèse du parfum? Parce que vraiment, c'est ça qu'on étudie. Donc, on part d'une molécule non volatile. Alors, non volatile, ça veut dire qu'elle n'est pas vaporisée à température ambiante, elle ne va pas s'évaporer dans l'air, donc on ne va pas la sentir. Cette molécule non volatile de départ, donc un précurseur, si vous voulez, va être transformée en molécule volatile, donc par exemple ici mon géraniol. Donc cette molécule, elle est volatile, ça veut dire qu'à température ambiante, elle s'évapore dans l'air, et ça veut dire aussi, si elle est odorante, qu'elle va pouvoir aller se fixer sur les récepteurs que nous avons dans le nez, dont vous a parlé Xavier. Et pour transformer cette molécule non volatile en molécule volatile, eh bien, on a des étapes, et ces étapes, elles peuvent être franchies seulement grâce à des enzymes. Des enzymes, c'est-à-dire des protéines, qui vont, alors la première enzyme, par exemple, ici, elle va transformer la molécule non volatile en un intermédiaire, qui peut être volatile ou pas, et puis il va falloir une deuxième enzyme pour arriver à la molécule volatile. Et chacune de ces enzymes, eh bien, elle est fabriquée dans la cellule grâce à un gène. Donc tout notre travail de recherche, eh bien, c'est de décrypter ces gènes, le gène 1, le gène 2, qui codent pour les enzymes 1 et les enzymes 2. Alors ça, c'est très simple, on a 2 étapes, par exemple, mais ça peut être quelque chose d'évidemment beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait au bout de nos peines, si je peux dire. On peut avoir beaucoup de molécules volatiles avec plein d'étapes qui sont fabriquées, donc des voies de biosynthèse, si vous voulez, un petit peu en réseau, difficile à décrypter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décrypter ces voies de biosynthèse? Alors, on a en gros deux approches que je vais essayer de vous expliquer. Une des premières approches qu'on peut prendre, c'est de dire, voilà, moi par exemple, je cherche du géraniol. Et bien, le géraniol, c'est une molécule qui, alors je cherche le géraniol, comment se fait le géraniol chez la rose, mais le géraniol, c'est une molécule qui est également fabriquée par d'autres plantes. Et chez d'autres plantes, eh bien, on sait comment ça se fabrique. Donc là, vous avez une voie de biosynthèse. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Donc il y a là aussi des étapes. Mais par exemple, si je cherche comment se fabrique ce géraniol, ce monoterpène, eh bien, je sais que quand je regarde chez les autres plantes, eh bien, ce qu'il faut que je cherche, c'est une enzyme particulière qui s'appelle une géraniol synthase. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est une approche par comparaison avec les autres plantes. Et donc, je vais chercher dans les bases de données, il y a plein de bases de données actuellement, de gènes, je vais voir si chez la rose, je trouve une géraniol synthase. Il se trouve que quand on a fait ça, donc c'était dans les années à peu près 2010, eh bien, dans les bases de données qui étaient disponibles, on n'a trouvé aucune géraniol synthase. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, les bases de données sont sans cesse enrichies, mais à l'époque, on n'en a pas trouvé. Et donc, on a dû choisir une autre approche, et cette approche, c'est une approche sans a priori. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 roses, une rose très parfumée, la rose papaméian, et une rose qui était beaucoup moins parfumée, la rose rouge-méian. Alors, elles sont toutes les deux relativement apparentées, elles sont toutes les deux rouges. Il y en a même une qui est la grand-mère de l'autre, mais je ne sais jamais laquelle, et ce n'est pas quelque chose qui est public, en fait. Et donc, on a comparé tous les gènes qui s'expriment dans les pétales, dans ces roses. Donc voilà, il y a plein de façons de faire ça. On appelle ça une comparaison de transcriptome. Et chaque petit trait, c'est un gène dans le pétale. Et on regarde et on voit un gène, alors on lui a donné un nom, on l'a appelé Nudixin, un gène qui est beaucoup plus exprimé chez la rose parfumée que chez la rose non parfumée. Et évidemment, on se dit quand on voit ça, eh bien peut-être que ce gène, eh bien, il joue un rôle dans la synthèse du parfum. Alors, on a confirmé ça sur tout un tas d'autres roses et on a vu que toutes les roses qui étaient très parfumées exprimaient
très fortement le gène RH-NUDIX1, 7000 fois plus, en tout cas dans les roses qu'on a observées, qu'on a étudiées. Et en particulier, à chaque fois, on a vu que cette forte expression, eh bien, elle allait de pair avec l'émission de composés particuliers qui étaient ces fameux monoterpènes et ce fameux. Alors, on a fait plein d'autres expériences. Évidemment, en recherche, ce qu'on veut, c'est des preuves. On ne veut pas seulement des corrélations. Hein. Et donc, en fait, une des façons d'avoir des preuves, c'est par exemple d'avoir des roses et d'essayer de diminuer l'expression de ce gène. Donc là, vous voyez à gauche, vous avez une rose témoin, et puis une rose dans laquelle on a beaucoup diminué l'expression de ce NUDIX, et on regarde cette rose, quel est son parfum, eh bien on voit qu'elle a beaucoup moins de monoterpènes. Et donc, ça c'est des expériences de transgenèse. En fait, quand on inhibe l'expression de ce gène, eh bien on voit une diminution du parfum. Et ça nous montre qu'on a une relation de cause à effet entre l'expression du gène et la production du parfum. Alors, des choses qu'on peut faire aussi chez les plantes qui sont très intéressantes, c'est qu'on peut faire des croisements. On peut avoir donc croisé un papa, la Rosa bichurana, avec une maman, ici All Blush. Le papa, lui, ne fait pas de géraniol. La maman, All Blush, fait une grande quantité de géraniol. Et on regarde dans les descendants. Hein, donc là, vous avez ici la production de géraniol dans les descendants. Vous voyez qu'il y a des enfants qui produisent pas du tout de géraniol, comme le papa. Et puis, il y en a qui en produisent même plus que la maman, ceux qui sont à la droite du graphique. Avec ce type d'expérience, on peut aller regarder dans tous ces descendants quelle est l'expression des gènes. Et là aussi, on a vu quoi? Eh bien, on a vu que tous les gènes qui fabriquaient du géraniol, eh bien, ils exprimaient aussi ce gène. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que je pense que je n'ai pas encore beaucoup de temps, donc ça, je vais passer. Donc, on a fait tout un tas d'autres expériences de biochimie que je ne vais pas vous présenter ici, mais qui nous ont montré ce que faisait ce gène dans la fabrication du parfum. Donc, en gros, on a décrypté la voie de biosynthèse. Je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure. Donc, on a notre molécule précurseur, ici, non volatile. Eh bien, on a montré qu'on avait cette enzyme, NUDIX1, qui était capable de transformer ce précurseur-là en un intermédiaire, ici. Et puis, on a montré aussi que, très probablement, cet intermédiaire était transformé par un autre gène, en la molécule parfumée ici, qui est le géraniol. Alors, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Hein. Vous voyez qu'en fait, le deuxième gène, on a des idées un petit peu sur ce qu'il devrait être, mais on l'a pas encore trouvé. Donc, on a encore des expériences qui nous attendent. Voilà, mais on commence à avoir une idée de comment les roses fabriquent leur géraniol. Alors, cette découverte, ça nous a permis de faire une publication assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce gène, normalement, c'est un gène qui est présent chez les humains, chez les bactéries, donc il existe dans tous les organismes vivants, mais c'est seulement chez la rose que ce gène a cette fonction de production du parfum. Donc c'est vraiment quelque chose qui est original et qui existe, qui normalement n'existe que chez la rose. Et donc la question qu'on a voulu se poser ensuite, et sur laquelle je vais vous donner quelques petits éléments de réponse, c'est quand est-ce que c'est apparu et quel est le mécanisme évolutif qui a fait que les roses ont utilisé un gène qui, chez d'autres organismes, fait tout à fait autre chose. Alors, il me faut revenir un petit peu à l'évolution de la rose. Donc, la rose, c'est à peu près 130 espèces sauvages. Donc, c'est un genre, le genre rosa, qui est très ancien. Et ce genre rosa, eh bien, il a évolué hein, il y a plusieurs millions d'années. Ces 130 espèces sauvages ont évolué. Et à partir de ces 130 espèces sauvages, donc déjà dans l'Antiquité, l'homme en a sélectionné un petit nombre, on pense une dizaine d'espèces. Et au cours donc, de l'Antiquité, et puis aussi plus tard, hein, au XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle, c'est là qu'il y a eu l'essor vraiment des hybridations. Il y a eu tout un processus de domestication de ces espèces, de multiples croisements, qui ont abouti au fait qu'actuellement, en culture, on a plus de 30 000 variétés de rosiers. Et vous voyez ici un aperçu de la diversité des roses qui sont actuellement disponibles.
Et donc, notre question, c'est à quel moment est-ce que notre gène, la Nudix1, il a pris cette fonction? Est-ce que c'est dans le genre rosa, dans les roses sauvages au cours de l'évolution, ou bien est-ce que c'est au cours de la domestication? Est-ce que c'est après, par les croisements, que l'homme a réalisé? En quelque sorte, aux fondamentaux, aux espèces de roses sauvages. Donc, vous voyez ici, vous avez le parfum chez ces roses sauvages. Là encore, je ne détaille pas, mais ici en rose, vous avez les quantités de monoterpènes qui nous occupent. Et vous voyez que, eh bien, il y a certaines roses qui n'en produisent pas, et puis il y a d'autres roses qui en produisent. Donc déjà, chez le genre rosa, vous avez une certaine diversité dans les capacités de production de ce composé. Donc, chez ces roses sauvages, et en particulier dans le génome d'une rose ancienne, on a essayé d'aller regarder un petit peu dans le génome, donc dans l'ADN, comment était représenté ce gène Nudix. Alors, il faut savoir qu'en général, en particulier chez d'autres plantes, il y a une seule copie de ce gène. Et donc, quand on a regardé dans le génome, donc ça a été publié en 2018, on a vu que, de manière surprenante, on avait plein de copies de ce gène Nudix dans le génome de la rose. Alors, vous savez que les génomes, alors pas seulement des plantes, mais nos génomes sont divisés en plusieurs chromosomes, il y en a 7 chez le rosier. Il y a des gènes Nudix sur 4 des chromosomes du rosier. Je ne m'attarde pas sur les chromosomes 6 et 7, mais déjà, sur le chromosome 4, on voit qu'on a 3 gènes Nudix, un peu différents les uns des autres. Et ce qu'on a vu, c'est que ces 3 gènes Nudix, ils sont déjà présents quand on regarde le génome d'un cousin du rosier qui est la fraise, qui fait partie de la même famille des rosacées. Donc, probablement, ces gènes-là, ils sont relativement anciens. Maintenant, quand on regarde sur un autre chromosome, on voit qu'on a un autre gène Nudix qui est présent en plusieurs copies. Ici, par exemple, vous avez 5 copies. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez la fraise, donc quelque chose de plus récent. Ce qu'on a vu, c'est que c'était cette copie-là, la copie orange, là, sur le chromosome 2, qui est exprimée dans les pétales. Les autres copies ne sont pas exprimées dans le pétale. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que plus on a de copies, et plus le gène est exprimé, et donc forcément, plus la quantité de parfum et de géraniol est importante. Et donc, ça nous a un scénario. Donc, on a regardé de très près ce gène sur le chromosome 2. Si on fait une sorte de zoom, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait dans le gène une partie avec ce qu'on appelle des transposons. Ces transposons, ce sont eux qui, vraisemblablement, ont fait que le gène a commencé à être exprimé dans les pétales. C'est ça qui a permis que le gène soit fabriqué de manière très abondante dans les pétales. Et donc, on est arrivé à une sorte de scénario que je vous donne, un scénario qui est hypothétique, mais qu'on a récemment publié, parce qu'il est fortement probable. On imagine que dans des roses très ancestrales, donc dans le genre rosa, au cours de l'évolution, on a eu apparition de ces 3 copies du gène sur ce chromosome 4. Grâce probablement à des transposons, ce gène Nudix a sauté sur un autre chromosome. Ça, c'est les transposons qui font ça, ils sautent d'un chromosome à l'autre. Et cette transposition a fait que le gène s'est mis à s'exprimer un petit peu dans les pétales. Probablement que ça a donné un petit peu de géraniol qui a été émis, et sous l'influence de la pression des insectes, eh bien, tel géraniol, eh bien, ces roses-là ont été sélectionnées par l'évolution. Et il y a eu ensuite une multiplication des copies de ce gène, toujours sous la pression de sélection des pollinisateurs. Et voilà pourquoi on se retrouve avec des roses avec plein de copies de notre gène sur ce chromosome 2 et une grande quantité de géraniol dans ces roses. Voilà, j'en ai presque terminé. Je dois juste pour terminer, vous expliquer un tout petit peu, vous dire en tout cas ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait utiliser ces recherches et ces gènes pour les sélectionneurs. Donc, peut-être Henri Delbar vous en parlera tout à l'heure, c'est beaucoup plus son domaine que le mien, mais les sélectionneurs choisissent des parents, ils les croisent, ils font des milliers de croisements par chaque
chaque année. Ils font des semis en masse de petites plantes. Ensuite, ils cultivent ces plantes, d'abord en serre et ensuite éventuellement en champ. Et ils cultivent jusqu'à la floraison. Et là, ils voient est-ce que les roses ont des caractéristiques qui les intéressent, en particulier, est-ce qu'elles sont parfumées. On peut faire des analyses des parfums ou on peut juste effectivement dire la rose sent bon, la rose sent pas bon, la rose sent ça, la rose sent autre chose. Ensuite, donc, on fait un choix des descendants et on refait des nouveaux croisements. Donc nous déjà, en faisant une analyse des gènes de ces roses, on pourrait, et ça c'est peut-être le plus important, aider les sélectionneurs à choisir les parents. C'est-à-dire qu'on pourrait analyser les parents et leur dire, voilà, cette rose-là, elle n'a pas les gènes qui sont intéressants pour le parfum, donc peut-être ce n'est pas un parent qui est très utile, alors que cette rose-là, eh bien, elle a tous les gènes qu'il faut, tous les allèles qu'il faut pour le parfum. On pourrait aussi faire des analyses des gènes au niveau des germinations du semis en masse, ce qui permettrait de ne pas cultiver certains descendants dont on sait parfaitement qu'ils ne seront pas parfumés. Voilà, j'en termine en remerciant tous les gens qui ont participé à ces recherches, il y en a de nombreux, en particulier ici en rouge tous les étudiants en thèse, les doctorants qui sont actuellement au labo encore en train de travailler sur le parfum des roses. Donc, Sareta, Inès et Corentin, qui va bientôt terminer sa thèse et qui a beaucoup participé aux travaux que je vous ai présentés. Et puis, évidemment, les roseraies et les associations d'amateurs de roses qui nous fournissent beaucoup de matériel. Et puis, tous nos collaborateurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Et puis, je vous laisse avec une phrase que je trouve très belle, un petit peu de poésie, d'Émile Zola qui vante les odeurs des roses et je suis prête à répondre à vos questions. Plus dépassée que Xavier, donc c'est bon. Voilà, j'ai arrêté mon partage. Et Yvette, on n'entend pas. Voilà, vous m'entendez là maintenant. Madame Robichon, qui dit cultivant 150 variétés de roses anciennes à parfum à 1450 mètres, j'ai constaté de grandes variations sur la même variété en fonction du climat ou du terrain. Comment explique-t-on cela si le parfum dépend d'un gène? Alors, là, je vous ai présenté un gène dans le temps qui m'était imparti. Oui. Je ne dis pas du tout qu'un seul gène fait le parfum de la rose. Vous avez vu, je vous ai montré, il y a des centaines de molécules, ça veut dire des centaines de gènes, ça veut dire plusieurs voies de biosynthèse, donc ce n'est pas du tout un gène. Donc là, c'est le début d'une histoire. Voilà. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'expression d'une manière générale, elle est soumise à l'environnement. Donc l'environnement au sens très large, c'est-à-dire que le sol va donner des nutriments qui vont influencer l'expression des gènes. La température va bien entendu. Alors, il y a aussi au laboratoire dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est comment se fait l'émission des parfums. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule, il y a la fabrication du parfum. Après, il faut qu'il sorte. Même s'il est fabriqué, il faut qu'il soit émis. Et ça, on sait que la température a un rôle très, très important. Il y a aussi une rythmicité dans l'expression des gènes qui fait qu'il y a une rythmicité dans l'émission du parfum. C'est des choses très, très, très complexes, mais bien entendu, l'environnement joue énormément, bien sûr. Il y a un fond génétique et après, il y a une modulation par l'environnement au sens très large. Alors, vous avez répondu à une des questions. Le parfum de la rose évolue-t-il dans la journée et est-il fonction de la température, rosée ou humidité? Oui, donc, oui. Tout à fait, l'humidité aussi, bien sûr. La rythmicité, c'est quelque chose qui dépend majoritairement de la rythmicité de l'expression des gènes, a été montré. Et c'est quelque chose qui a été là aussi sélectionné par l'évolution en fonction des activités des pollinisateurs. On sait qu'il y a des fleurs qui émettent la nuit préférentiellement parce qu'elles sont pollinisées par des papillons de nuit et d'autres qui vont émettre, comme la rose, plutôt le jour parce qu'elles sont pollinisées par des insectes qui ont une activité c'est connu depuis très longtemps.
Alors, une question qui va permettre de dévoiler des secrets. J'aimerais créer des hybrides dans mon jardin. J'ai All Blush que je pourrais utiliser. Que me conseillez-vous? Mon Dieu, alors ça, c'est vraiment, je pense que même Henri pourrait répondre mieux que moi parce qu'il y a encore beaucoup d'empirisme dans le choix de quels parents on peut utiliser. Alors, tous les parents ne sont pas compatibles. Modernes ne sont pas fertiles. Hein. On a beaucoup sélectionné au cours de la domestication des roses avec beaucoup de pétales. Ça veut dire que plus il y a de pétales, souvent moins il y a d'étamines, et vous avez certaines roses qui ne sont pas du fertile. Donc ça, les sélectionneurs savent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent associer ou pas, s'il faut que ce soit une maman ou un papa. Moi, ce que je dirais, si vous êtes dans votre jardin et que ça vous amuse de faire des hybrides, je vous conseillerais de faire des essais et puis de regarder ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous allez avoir, il faut déjà une rose qui ait beaucoup de pollen pour pouvoir faire des croisements, et puis après les vont être fertiles. Je ne réponds pas bien à votre question, là, effectivement, mais je pense que c'est plus une question pour un sélectionneur. Alors, Henri peut-être y répondra tout à l'heure. Est-ce que le dérèglement climatique peut altérer, voire supprimer le parfum d'une rose avec les conditions d'expression des odeurs? Alors, le dérèglement climatique, donc l'augmentation de température, comme je vous l'ai dit, une influence sur l'émission et sur l'évaporation et la synthèse du parfum. On ne comprend pas encore d'un point de vue scientifique très bien pourquoi. Donc, ma réponse est oui. Ça va modifier la qualité du parfum. Il y a certaines odeurs qui vont être plus ou moins sensibles à cette augmentation de température. Et pour vous donner des résultats qu'on n'a pas encore publiés, on sait que le géraniol, par exemple, eh bien, il est beaucoup moins émis quand il fait chaud. Toute autre condition étant égale, il y a une influence de la température qui est très forte. Donc oui, le climatique va modifier les parfums. Ça va aussi modifier la perception des pollinisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier en collaboration avec des chercheurs de Montpellier, du CEF. Alors, pas spécialement sur le rosier, mais sur d'autres plantes, sur la lavande et le figuier. Bien sûr, tout ça va être modifié. Alors, est-ce que ça va être suffisamment lent pour que les pollinisateurs et les plantes s'adaptent? Ça, je ne sais pas. Alors, la personne qui avait posé la question sur les croisements tout à l'heure dit qu'elle a effectivement été sénat par Newton et que le résultat était stérile. Donc, elle confirme qu'on peut créer des hybridations, on peut réaliser des hybridations qui aboutissent à des stérilités, mais pas toutes, bien sûr. Une autre question, connaît-on toutes les molécules composant les parfums? Pas du tout. Pas du tout. Les techniques, hein, comme vous a montré Xavier, les techniques de chromatographie ont fait des normes ces dernières années. Hein. Il y a eu un gain dans la sensibilité. On a encore beaucoup de petites molécules qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup aussi de composés. Si vous voulez, les composés volatiles, j'en ai pas parlé ça, mais souvent ils vont être stockés sous une forme non volatile dans les cellules. Et puis ensuite, ils vont être relargués grâce à d'autres enzymes. Tous ces composés stockés, comment ça marche, ça, on ne sait pas très bien. Il y a aussi tous ces cas de traces qu'on connaît relativement mal. Donc non, on a encore plein de travail à faire, plein d'analyses, même pour les chimistes, c'est pas encore complètement élucidé tout ça. Alors, a-t-on travaillé sur la notion de terroir pour les roses à parfum? Une vigne donnera un vin différent à cépage équivalent. Est-ce le cas pour la rose de Damas, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Là encore, c'est pas vraiment des recherches très scientifiques avec des preuves très, très tangibles, mais on sait que le sol joue
à fait un rôle, si c'est le sol ou si c'est pardon, le sol combiné au climat, à l'humidité. Mais par exemple, on sait qu'il y a des climats très favorables, par exemple en Bulgarie, hein, la vallée près du village de Kazanlik, qui est particulièrement propice à avoir une qualité d'huile essentielle qui est très bonne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui jouent, mais oui, on peut parler de terroir. Bon, maintenant, les études vraiment scientifiques, en prenant exactement la même rose, en la cultivant à 2 endroits différents, je ne suis pas sûre que ça a été très rigoureuse, mais c'est sûr que ça joue. Alors, une dernière question peut-être. Est-ce que l'on sent les mêmes parfums que les pollinisateurs? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a des molécules que l'homme sent et que les pollinisateurs sentent. Donc, le géraniol, par exemple, c'est sûr que c'est une molécule que les abeilles et les bourdons sentent. Il y a des molécules que les insectes sentent et que nous, on ne sent pas du tout. Donc, non, c'est vraiment le même récepteur olfactif. On n'est pas sensible aux mêmes molécules et même si quantitativement on sent la même chose, au niveau quantitatif, c'est pas la même chose. Il faut aussi comprendre, c'est que chez les insectes, et en particulier chez les insectes sociaux comme les abeilles domestiques, on a un grand rôle de l'apprentissage des odeurs. Donc, quel parfum elles vont sentir, appris à sentir au cours de leur vie, de leur développement. Donc non, c'est pas du tout la même chose. Et puis il y a aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas tellement, on dit toujours les parfums, mais il y a des molécules par exemple, qui sont fabriquées que nous, on ne sent pas du tout. Je pense à un terpène, par exemple, qui s'appelle l'isoprène, qui est émis en quantité, mais astronomique par les arbres. Eh bien ça, on le sent absolument, ça joue un rôle dans l'atmosphère très, très important. Merci beaucoup Sylvie. Je crois qu'on est... Ah ben non, il y a encore une... Là, ça sera la dernière question, puis après, je vais passer la parole à Henri Delbar. Est-ce qu'il y a de perception de parfum entre deux personnes? Tout à fait, bien sûr. Il y a des gens qui sont anosmiques à certaines molécules. Il y a des gens qui ont un odorat plus développé que d'autres, même s'il y a un entraînement qui joue un rôle. Et il suffit de soi-même de faire l'expérience. Moi, je sais que par exemple, dans mon jardin, j'ai des roses qui sentent le thé. Et ces roses qui sentent le thé, elles ont souvent, on les a analysées, elles ont souvent un composé particulier qui s'appelle le D. Et souvent, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, je les fais se balader dans mon jardin et je les fais sentir ces odeurs et je leur dis, voilà, tu sens cette odeur particulière de thé. Et souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne le sentent pas. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, les hommes ne le sentent pas. Les femmes le sentent. Il y a énormément de différences de perception des odeurs. Merci Sylvie, je crois que ça va faire une bonne transition avec Henri Delbar qui va suivre.